Vous écoutez Nous vous l'avons promis en titre du carrefour de la rédaction, nous parlerons maintenant du safran, c'est au rouge. Ce n'est pas celui qui orne les têtes et les mains de ceux qui le portent, mais celui que les femmes émondent à l'Anti-Atlas dans le village de Teliouine et dans d'autres parties de l'Anti-Atlas. Cette épice est l'une des plus rares et des plus précieuses qui fait les mets les plus goûteux. L'agriculture du safran est familiale sur de petites parcelles. S'organiser en coopérative permet de mutualiser les moyens. Souktana est l'une de ces coopératives du village de Teliouine depuis 1979. Saïda Abkhar, vous y travaillez, vous êtes une jeune femme de la région. Il y a 275 hectares qui sont cultivés par votre coopérative qui travaille avec 109 petits producteurs. Saïda Abkhar, y a-t-il d'autres moyens plus modernes de production ? Là, jusqu'à maintenant, tout est fait manuel, traditionnel. Pourquoi est-ce qu'on ne cultive pas le safran dans d'autres régions que Teliouine ? Déjà, premièrement, il y a les conditions climatiques. Il y a une variété de sol qui est argilo-calcaeuse. Il y a l'altitude qui dépasse 1000 mètres. Et puis, il y a vraiment le climat. Il y a une grande amplitude thermique entre l'hiver et l'été. Et le safran est-il plus consommé à l'extérieur ou à l'intérieur du Maroc ? Il y a premièrement la consommation nationale. Les Marocains, ils sont connus par les plats traditionnels au safran, l'utilisation du safran dans pas mal de plats. Et après aussi dans la médecine traditionnelle, dans les remèdes de grand-mère. Mais après aussi, il est exporté dans d'autres pays. Comme ? Il y a l'Europe, premier importateur du safran marocain, c'est l'Europe. Et après, il y a les pays du Golfe. Parce qu'on parle toujours d'un problème de commercialisation. Quel est ce problème au juste ? Quand on parle ici, par exemple, même la coopérative, on a un problème de commercialisation. Ça veut dire on n'a pas la capacité de vendre tout ce qu'on produit. Parce que premièrement, il y a le prix qui est un peu plus élevé par rapport au safran iranien, par rapport à d'autres pays qui produisent le safran, comme la Grèce, l'Iran. Pour les acheteurs, ils trouvent que le prix du safran marocain, il est élevé. Mais il est de meilleure qualité. Il a une bonne qualité, il est classé dans le safran catégorie 1, mais le problème c'est le prix. Alors ça influence sur les coopératives et les vendeurs de safran. Les meilleurs bénéficiaires, on va dire, ce sont ceux qui entremettent entre les acheteurs et les vendeurs. Oui, il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a du safran qui est vendu directement sur les souks qui ne passe pas par les coopératives. Que peut-on faire pour améliorer cette commercialisation à votre avis ? Je ne sais pas exactement parce que là, on travaille, il y a la coopération belge qui travaille sur la filière safran. Maintenant, ils sont en train de voir comment valoriser le safran marocain, comment aider les coopératives à commercialiser leur safran. Depuis quand vous avez commencé à travailler avec l'agence ? 2013-2014 qui sont là, ça fait 3 ans. Ils ont maintenant déjà fait une étude sur le safran, sur est-ce que le safran marocain il est connu, sur la réputation du safran sur les marchés internationaux, pour voir déjà la réputation du safran, est-ce que les gens connaissent le safran du Maroc. Et après, parce que comme j'ai dit, le Maroc c'est le 4e pays producteur. Alors l'Iran c'est le premier producteur en termes de quantité. Alors c'est un grand concurrent. Saïda Abkhar, je rappelle que vous travaillez à la coopérative Souktana au village de Teliouine. Votre coopérative aide à la réception du safran, son conditionnement et la formation des agriculteurs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Votre travail est minutieux, long et physiquement intense car les fleurs doivent être cueillies une à une. Le Maroc produit autour de 3 tonnes par an dans l'Anti-Atlas, autour du village de Teliouine, à 100 km de la ville de Teroudant, derrière l'Iran, l'Inde et l'Espagne. Malik Souali, vous êtes chargé de programme à l'Agence belge de développement. Vous nous répondez, dites-nous s'il est possible d'en produire plus, mais tout en faisant attention à l'écosystème. Pourquoi est-il si fragile, Malik Souali ? Parce que c'est une région déjà fragile. Donc le safran pousse dans 2 régions particulières du Maroc, la région de Teliouine et de Taznart. Et il y a des expériences qui se développent dans d'autres sites, comme dans le Sahara et près de Midelt aussi. C'est possible d'augmenter les surfaces en production, donc qu'on appelle les safranières. C'est d'ailleurs un des axes du contrat programme de la filière qu'a mis en place le ministère avec les autres acteurs. Voilà, c'est important. Il faut améliorer aussi le goutte à goutte, et faire des cultures en rotation. Le but, c'est pas de produire plus, mais de produire mieux, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, ce qu'on appelle les propriétés organoleptiques du safran marocain, c'est-à-dire sa qualité, sa couleur, son parfum, son odeur sont très réputés, mais il faut que les revenus s'améliorent, il faut que la qualité soit toujours au même niveau, afin de pouvoir garantir un prix fixe pour le petit producteur. La coopérative permet aussi d'éviter un nombre trop important d'intermédiaires et de commercialiser directement auprès des consommateurs, des acheteurs professionnels ou via l'Union des coopératives, le groupement d'intérêt économique, le GIE. Qu'est-ce que ce GIE au juste ?
Alors, la filière est organisée selon le schéma classique du plan Maroc Vert, c'est-à-dire que à la base, donc, il y a les coopératives qui doivent améliorer la production, sécuriser la production, et les GIE donc sont censés améliorer la commercialisation du produit. Tout ce monde est regroupé dans une interprofession, donc pour le safran, ça s'appelle la FIMA Safran. Il existe 2 GIE qui sont actifs au Maroc, donc il y a le GIE de la Maison du Safran à Taliouine et le GIE du Grand Tasnart. Ce sont 2 GIE qui sont appuyés par le programme soutenu par la coopération belge. C'est un programme d'appui au pilier 2 du plan Maroc Vert. On a 2 partenaires de mise en œuvre très importants qui sont l'Office régional de mise en valeur agricole de Ouarzazate, l'ORMVAO, et puis l'ONCA, l'Office national pour le conseil agricole, ainsi que d'autres partenaires qui nous accompagne à l'Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l'Arganier, et puis d'autres structures dédiées au sein du ministère de l'Agriculture à Rabat, comme la direction des filières, et bien sûr l'Agence pour le développement agricole. Tout ce monde-là, chacun a un champ d'action et concourt dans le cadre du contrat programme. Le GIE, c'est très important d'abord de fédérer et d'améliorer la gouvernance au sein du GIE. Donc quand vous avez parlé de la production, c'est d'augmenter les superficies, d'améliorer la qualité et soutenir des instruments qu'a mis en place l'État. Je citerai par exemple le laboratoire au sein de la Maison du Safran, qui est vraiment une particularité que l'on appuie également dans ce programme. La Maison du Safran, c'est un peu comme une maison de pays qui permet de faire connaître le produit, la région, et qui est un endroit où se regroupent les coopératives, où la FIMA Safran tient ses réunions. Il existe aussi un laboratoire donc, qui est mis à la disposition des producteurs de l'INRA, qu'on a appuyé pour démarrer, parce que c'est vrai que chaque safran qui arrive, on doit être sûr de sa qualité, pour le ranger dans des catégories, pour pouvoir bien définir le prix qui sera proposé. En remontant le fil de la presse, j'ai lu, par exemple, que ce problème de commercialisation, de valorisation, il remonte à au moins depuis les années 90. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est sûr qu'il y a un grand chemin qui a été parcouru par la filière. D'abord pour son organisation. Déjà, c'est donner la parole aux producteurs, donner la parole vraiment aux gens qui connaissent le safran et, comme vous l'avez dit, réduire le maximum possible le rôle des intermédiaires. Il y a un rôle très important qu'il ne faut pas négliger, c'est la place de la femme dans cette filière. C'est un rôle absolument primordial. C'est la femme qui fait quasiment tout, depuis les travaux très durs au petit matin pour cueillir les pistils, jusqu'à l'émondage. C'est elle qui est au cœur de la filière. Donc dans le cadre de notre programme, on essaye de renforcer la participation de la femme dans cette filière. D'abord, de lui donner une part dans la prise de décision, c'est-à-dire que des femmes puissent rentrer au conseil d'administration de coopératives et puissent même négocier elles-mêmes des ventes et faire la promotion de ce produit dont vous avez parlé, qui est l'or rouge. La production du safran est intégrée dans un système familial, puisqu'il y a un chef de famille et c'est sa famille qui travaille avec lui. Ce que je voudrais comprendre surtout, c'est pourquoi ce sont les femmes qui s'occupent de cet émondage et de la récolte de ces fleurs. C'est une tradition ancestrale. Quand vous questionnez les hommes dans cette région, ils vous disent que c'est un travail délicat et que des gros doigts d'hommes vont abîmer la fleur, et donc c'est peut-être une réponse diplomatique. En tous les cas, c'est sûr que c'est les femmes qui disposent de l'expertise, qui savent valoriser les produits dérivés comme les fleurs avec lesquelles on peut faire du savon aussi. Maintenant, chacun a son rôle, chacun a sa place dans la famille traditionnelle marocaine de cette région. Il faut le respecter, mais il faut accompagner les changements aussi. Et donc, pour que les jeunes aussi puissent avoir leur place dans la filière et qu'ils aient confiance dans ce produit de terroir, il faut qu'il y ait une place pour tout le monde. À part promouvoir le safran marocain, comment est-ce que vous aidez les agriculteurs pour améliorer par exemple leur technique ? Ça, c'est très intéressant. Donc, effectivement, nous, on accompagne les programmes déjà mis en place par l'État. Donc, comme vous l'avez dit, le premier défi, c'est l'amélioration et de la qualité du safran, d'éviter les fraudes, d'avoir un produit toujours de bonne qualité, très compétitif sur le marché national et international. Le Maroc a un très beau safran, c'est vrai, mais il a des concurrents. Il y a la Grèce, il y a l'Espagne, il y a l'Iran. D'ailleurs, nous allons organiser des visites de coopératives en Grèce et en Espagne pour pouvoir voir comment sont organisées les filières dans ces deux pays. Il y a aussi un travail qui est fait sur les bulbes. Donc il y a des mesures incitatives mises en place par l'État
sur la distribution de bulbes, on va accompagner. Et l'Office national pour la sécurité sanitaire et des aliments essaye de mettre en place un label qualité du safran marocain. Donc tout ça, c'est des chantiers que l'on accompagne. Il y a également des programmes de recherche qui sont menés à l'université d'Agadir et par l'INRA. Et puis on va mettre en place tout ce qui permet de faciliter les investissements initiaux. On distribue du petit matériel pour les coopératives qui leur permettent de bien emballer leur safran, de bien le conserver afin qu'il ne perde pas ni son odeur ni sa couleur. C'est un produit très fragile, notamment à la chaleur et au soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle les investissements initiaux, mais il y a également des grands travaux qui ont été faits. On parlait de l'amont de la filière, donc la mise en culture de terrain qui ne l'était pas, donc avec du goutte à goutte. Je peux parler du périmètre Imadiden qui est dans la commune de Sidi Hussein. C'est 100 hectares qui sont désormais en goutte à goutte et plantés en bulbes de safran. Et également dans la politique d'économie d'eau pour l'irrigation, nous avons financé des forages avec du pompage solaire afin qu'il puisse y avoir toujours de l'eau pour les safranières. Plus en amont encore, donc le projet a commencé avec une étude de positionnement stratégique du safran marocain afin de vraiment déterminer les niches qui sont offertes au safran marocain. Et puis évidemment, on accompagne le rendez-vous annuel qui est le Festival du Safran qui a lieu la première semaine de novembre. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous pour un grand concours de cuisine qu'on va organiser avec des chefs pour cuisiner le safran marocain à Taznart. Donc ça sera le 5 novembre. Un rendez-vous à ne pas manquer, surtout que le safran est le roi des épices. La main-d'œuvre féminine est déployée dans les safranières actuellement, puisque la saison de cueillette se déroule de la mi-octobre jusqu'à la mi-novembre. Il y a un volet social à ne pas négliger au développement du safran et des gens qui cueillent le safran. Malik. Donc il y a aussi un volet social qu'on n'a pas encore abordé. Oui, le volet social, parce que quand on parle d'un secteur productif comme l'agriculture, on doit d'abord penser aux hommes et femmes qui travaillent ce produit. Et donc le programme accompagne un chantier ambitieux qui est l'alphabétisation fonctionnelle dans cette région. Donc nous avons un partenariat avec une ONG de développement qui s'appelle l'ONG Migration et Développement, qui est basée à Taliwin. Et le programme belge, avec les autres partenaires, accompagne l'alphabétisation fonctionnelle. Nous avons 6 classes réparties sur les 3 cercles de Taliwin, Eskaoun et Taznart, avec des rotations, des monitrices d'alphabétisation. Actuellement se déroule une étude sur la place de la femme dans la filière. Pourquoi l'alphabétisation et pourquoi des classes d'alphabétisation, surtout pour les femmes? C'est pour vraiment leur renforcer leur autonomie et le rôle dans la prise de décision dans toute la filière. Pas simplement les cantonner à des tâches de récolte, d'émondage, des tâches un peu dures. Le développement du safran a été, ainsi que d'autres secteurs agricoles, a obtenu le soutien de l'Agence belge de développement. Madame Marie-Christine Beauver, vous êtes la représentante résidente de l'Agence belge de développement. Pourquoi cet intérêt pour l'agriculture marocaine? Alors, la Belgique, d'abord, s'intéresse à beaucoup de pays en Afrique. On a 15 pays partenaires qui se situent tous en Afrique. Donc la coopération belge est une coopération de proximité où on essaye d'être au plus près des gens qui ont besoin d'un appui, d'un petit déclencheur pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir mieux vivre. A priori, la coopération belge s'intéresse surtout aux pays les moins avancés d'Afrique, donc les pays qui ont beaucoup de problèmes, comme le Congo, comme la Guinée, le Niger, le Mali. Et le Maroc fait un petit peu exception par rapport à ces pays-là. Mais c'est lié aussi au fait que la Belgique est présente depuis très longtemps au Maroc, depuis une 50aine d'années. Et aussi au fait que les 2 royaumes ont des liens très forts. D'abord parce que ce sont 2 royaumes et aussi parce qu'il y a beaucoup de compatriotes marocains qui sont partis en Belgique et qui continuent d'avoir des liens aussi avec le Maroc. Donc ce statut un peu privilégié du Maroc fait que la Belgique est aussi là et veut aussi contribuer aux politiques de développement du Maroc. Alors il y a plusieurs politiques importantes. À un moment, le Maroc a demandé à la Belgique de l'appuyer par rapport à sa politique agricole et en particulier au pilier 2 du plan Maroc vert qui est plus spécifiquement destiné à l'agriculture solidaire et durable. Et donc c'est ce que nous faisons à travers ce projet-là et à travers d'autres projets aussi, notamment l'appui à la filière du palmier dattier ou encore de l'amandier dans l'Oriental. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les petits agriculteurs bénéficient de meilleurs revenus grâce à l'appui qu'on va leur fournir. Donc de faire en sorte que les gens vivent mieux. À quand remonte la coopération belge au niveau agricole au Maroc ?
Au niveau agricole, c'est comme le début de la coopération belge au Maroc, ça fait une 50aine d'années. C'est assez ancien et c'est beaucoup de chemin que vous avez traversé depuis. Quel bilan pouvez-vous en faire maintenant? Oui, c'est un long partenariat. Ça se traduit par des relations vraiment très proches entre les partenaires, que ce soit au niveau central, ici à Rabat, mais surtout au niveau du terrain, au niveau des gens qui travaillent dans les petites administrations, qui sont proches des gens qui travaillent dans les petites coopératives. Je pense que c'est un bilan très positif et c'est vrai qu'il faudra le tirer bientôt parce que la Belgique va arrêter sa collaboration dans le secteur agricole avec le Maroc, mais se tourner vers d'autres secteurs qui sont aussi des secteurs qui ont été demandés par le Maroc, comme l'immigration, comme l'entrepreneuriat des jeunes ou les luttes contre les violences faites aux femmes. Mais le bilan dans le secteur agricole est assez bon et il va falloir qu'on le fasse rapidement pour pouvoir tirer les leçons de tout cet apport. Il ne s'agit là que d'un recadrement de vos intérêts, parce que le secteur agricole marocain, on peut dire qu'il est sur un très bon chemin, avec le développement agricole de plusieurs secteurs, on peut le dire au Maroc. Plusieurs secteurs dans le cadre du plan Maroc vert ont vu leur production, exportation augmenter et s'améliorer, mais beaucoup de défis restent. Et puis la collaboration s'arrête, mais pour vous, quels sont les conseils que vous pourrez donner par exemple à l'ensemble des secteurs agricoles que vous chapeautez? Je pense que le conseil qu'on peut donner en tant que partenaire de longue date dans l'agriculture solidaire et durable, c'est de ne pas oublier ce pilier-là, qu'il est vraiment vital pour le suivi du développement de la politique agricole marocaine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de développements qui ont été faits dans plein de domaines différents, des filières différentes, qu'on voit les exportations du Maroc en matière agricole progresser partout vers l'Europe, vers d'autres pays. C'est dû en grande partie à l'autre pilier du plan Maroc vert, c'est-à-dire tout le pilier industriel. Mais je dirais, si on pouvait donner un conseil, c'est vraiment de continuer d'apporter un intérêt particulier à la petite agriculture parce que ça correspond encore à l'intérêt de milliers et de milliers de petits agriculteurs au Maroc. Marie-Christine Bover, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la représentante résidente à l'Agence belge de développement. Je remercie également Malik Souali, chargé des programmes à l'Agence belge de développement. Il est midi, passé de 39 minutes à l'écoute de Chaîne Inter.